savez, dans un ordre politique normal, on va dire qu'on a eu ces présidents, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Dans un ordre normal, on a eu ces gens-là. Mais en réalité, les politiques, le système politique, nous n'avons pas eu beaucoup dans ce pays. Le système politique, on a eu moins de systèmes politiques, moins de systèmes. En tout cas, on va dire 2 ou 3, peut-être on a essayé 2 ou 3 politiques. 2 ou 3 systèmes politiques, ça n'a jamais marché. Parce que, vous savez, un système politique ne doit être que le reflet d'un peuple. Le système politique, on ne l'importe pas. Importer un système politique, c'est accepter d'être des esclaves de beaucoup de gens. L'histoire de ce pays commence par l'esclave, disons avant l'esclavage. Mais avant l'esclavage, les dynasties africaines vivaient en harmonie. J'ai toujours dit que le Congo est Congo par la volonté d'un homme qui s'appelait Léopold II. C'est lui qui a voulu que le Congo soit ce qu'il est. Mais avant lui, le Congo vivait comme ça. On était nous vivions comme des entités autonomes. Le peuple mongol, le peuple Luba, le peuple Lunda, le peuple Congo. Il y a eu beaucoup de peuples qui vivaient selon leur leadership locaux qu'ils avaient. C'est ainsi que lorsque Léopold II achetait des terres ou lorsqu'il venait, certains chefs des terres concéder cela à Léopold. Donc chez nous, c'était une sorte de fusion, c'était une sorte d'adhésion. Ce n'était pas une sorte de conquête, non. Il n'y a pas eu une guerre, une mutilation et puis Babotoli au royaume Congo, non. D'accord? Ça n'a jamais été ça. Il y a eu des choses qu'il faut expliquer, mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment le temps d'en parler. Peut-être qu'il faut beaucoup de temps pour en parler. Il y a beaucoup de choses dans ce pays, beaucoup de mensonges, d'accord, qu'on a toujours fait. Le mensonge le plus patent, c'est celui du Congo central. Malheureusement, il faut qu'on le dise. Hein. Le Congo central, on vous a dit que c'est le Congo central. Congo central, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on entend par Congo central? Ça doit être le centre, n'est-ce pas, du Congo. Pourtant, le centre du Congo, c'est le Kasaï, ce n'est pas le Congo central. Vous comprenez un peu? Donc il y a déjà eu un petit mensonge sur la question. Le Congo central, je ne sais pas par rapport à quoi c'est un Congo qui est central, par rapport à quoi les noms. On ne nous explique pas exactement ça veut dire quoi le Congo central. Je suis d'accord, je peux me tromper sur toute la ligne. Mais alors là, il y a une alternative. Si je ne me trompe pas sur toute la ligne, c'est que c'est eux qui se trompent sur toute la ligne. En tout cas, on ne peut pas tous avoir raison. Et toujours, on ne peut pas tous avoir tort en même temps. Ou j'ai raison sur toute la ligne, ou eux ont tort sur toute la ligne. Le Congo central ne peut pas être Congo central. Le Congo central s'appelait à l'époque de Mobutu le bas Congo. Parce que c'est vers le fleuve, vers le bas. On disait Batoya bas. Ce n'est pas bassin, par rapport à bassin, c'est la vie. Non, c'est par rapport à la situation géographique. Ils sont effectivement en bas. Vous le voyez, non? Ils sont effectivement en bas. Et lorsque vous allez voir ceux qui sont, on dit les hauts, vous allez voir aussi en termes, il y a disposition géographique, ils sont placés un peu au haut. Ceux qui sont au centre, vous allez voir que ceux qui sont au centre. En réalité, on justifiait certains points géographiques en Bourgogne, soit dans la fleuve, soit dans la forêt, soit dans l'espace étendu. C'est en fonction de ça qu'on disait, eux sont au nord, et ceux au sud, et ainsi de suite. Donc il y a déjà eu un petit mensonge sur la question. Et même il y en a beaucoup comme ça, qu'on nous a trompé et menti, mais on a laissé passer ces choses-là. Mais mon point de vue n'est pas celui-là aujourd'hui. Je viens vous parler de la suite, de l'histoire même de notre République. Il y a eu des explorateurs blancs qui sont arrivés au Congo. Mais ils ont trouvé ces royaumes qui vivaient, il y avait des royaumes, il y avait aussi des empires. Par exemple, à l'Équateur, il n'y avait vraiment pas royaume, il n'y avait pas empire, il y avait cette sorte de cheftal, ou une sorte de chefferie, où nous, on avait à l'Équateur, parce que l'Équateur aussi était assez divisé, il n'y avait pas que l'Équateur, mais il y avait beaucoup de points. Vous avez trouvé quelqu'un qu'on appelait par exemple le Wessé Tuluango, au centre de l'Équateur. C'était un chef guerrier qui, lui, n'a pas voulu vendre les terres. Tu vois, lui n'a pas voulu vendre les terres, on a raconté qu'il bouffait les blancs, il les mangeait, les blancs disparaissaient, ainsi de suite. Alors lui, il fallait le conquérir en le tuant et en utilisant ses enfants, un peu comme on fait toujours. On le tue, on utilise les enfants et les enfants acceptent de donner nos terres à ces gens-là. Donc il y a eu déjà un petit souci au niveau même de notre construction. Léopold II arrive, après cette histoire de Livingstone, de Gokao et tout, on arrive à se mettre ensemble sur construire ce pays. Le Congo, dans son ancienne configuration, avant 85, le Congo prenait
et je m'assume, Kigali, un peu la partie du Rwanda. Le Congo s'étendait vers Kigali, un peu plus là-bas. C'est lorsqu'on va faire maintenant la conférence souveraine que les gens vont se dire non, non, c'est trop grand pour vous-même. Vous ne pouvez pas tout avoir comme ça. Et d'ailleurs, notre histoire du pays rappelle que nous n'avons pas seulement été colonisés par les Belges. Il y a eu des colonies portugaises, il y a eu des colonies anglaises, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, mais c'était sous le leadership du roi belge, c'est vrai. Sous son leadership, par lui, voilà pourquoi nous, on n'a pas eu cette connotation d'avoir beaucoup de colonisateurs. Mais en même temps, le Rwanda a été colonisé par l'Allemagne. Voyez-vous? Mais après, ça prend une autre allure, comme dans beaucoup de pays aussi. Mais c'est des histoires qu'on ne raconte pas beaucoup. Donc, notre Congo est allé jusqu'à Kigali, en réalité. Et maintenant, quand on va faire le partage en 1985, sur base de certaines études qui étaient bien avant, c'est ainsi que le Rwanda aujourd'hui raconte que non, une partie du Congo est vers Bango, demandant même un 1885 bis, une table ronde bis sur l'Afrique, ce qui est utopique, ça ne marchera pas. Mais au moins, nous, on avait commencé déjà à partir de là. Alors, nous avons finalement un pays, un État, parce que nous, contrairement à beaucoup d'autres pays, le Congo commence déjà indépendant, déjà. Nous commençons à être indépendants même avant notre propre indépendance. On disait que c'était l'État indépendant du Congo. Avant même l'indépendance, on avait déjà cet esprit d'être indépendant. Ce n'était pas gratuit, c'était parce que celui qui a colonisé savait que ces peuples vivaient déjà en indépendance depuis très longtemps. Et les mettre ensemble, c'est simplement parce qu'il n'y avait vraiment pas de contradictions fondamentales dans les cultures. Mais il y en avait aussi. Par exemple, le peuple Congo et le peuple de l'Équateur, nous avons totalement des contradictions terribles dans nos mœurs. C'est difficile si on veut rester dans la rigidité. C'est difficile pour un Équatorien de vivre chez les Bakongo. Et c'est difficile pour un Congo de vivre chez les Équatoriens. Et un peu avec les Balouba aussi, on avait des contradictions par rapport à la rigidité de leurs coutumes. Chez les Balouba, la belle-mère, elle est comme une scène, on ne touche pas à la belle-mère. Nous, à l'Équateur, la belle-mère, c'est comme ta mère aussi. Donc, de la même manière que tu blagues avec ta femme, avec ta maman, tu blagues avec la maman, ta belle-mère. C'est la même chose. Moi, je peux faire une bise à ma belle-mère, si elle est équatorienne. Je peux faire une bise à ma grand-mère, à ma belle-mère. Je peux apprécier la taille de ma belle-mère sans que ça me gêne. Mais chez les Louba, c'est pas comme ça. Non, chez les Louba, tu fais pas ça. Et comme voyez-vous? Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez les Balouba, je ne sais pas si l'aîné prend la femme du petit, je ne sais pas. Je ne vais pas entrer en détail. Mais chez nous, à l'Équateur, c'est possible. Si ma femme, moi, je décède, mon petit frère prend ma femme. C'est comme ça. Et on s'ordonne pour que ça se passe de très belles façons. Donc, déjà, du point de vue de nos cultures, nous n'avons pas été ensemble sur la plupart de beaucoup de choses. Il n'y avait vraiment pas de contradictions fondamentales, mais il y en avait quand même des vraies contradictions aussi. Mais ce qui fait que Congo Nabiso est comme État avant que tu nationalises Babiloko. En réalité, le premier travail que les colons devaient faire, mais même tout en sachant que ça ne leur intéressait pas, le colon en principe devrait pacifier culturellement toutes nos tribus. Parce que je dois vous garantir que c'est par accident que toutes les tribus, il y a Congo, et les ethnies, pardon, il y a Congo, et dans la base, la conflictualité. Nous ne sommes pas des conflictuels armés, ce n'est pas nous vraiment. Mais si vous allez au nord de l'Afrique, vous trouverez des histoires, qu'il y a des gens, des guerres, des siècles, les gens se battaient. Mais chez nous en Afrique, c'est vraiment pas ça. Vous trouvez chez les Congo, il n'y a pas de guerres, des tribus, vous allez chez les Équatoriens, là-bas, chez nous, ce n'est pas la même chose. Si on ne se bat pas fondamentalement, mais au regard de tous ces éléments, vous avez déjà le premier couac qui commence, c'est le couac d'abord de la pacification culturelle. On n'a pas brassé toutes nos cultures pour en faire une culture. Nous n'avons pas développé une capacité de mettre toutes nos langues en combinaison pour essayer d'avoir une langue consensuelle, pas une langue d'imposition. Parce que si le lingala est beaucoup plus parlé au Congo, ce n'est pas parce que le lingala est fort, c'est parce que Mobutu était président pendant 32 ans. C'est la simple raison que le lingala est parlé en masse comme ça. Et en plus parce que c'était la langue de l'armée. Pourquoi la langue de l'armée? Parce que selon les études de l'homme blanc, quand il arrive au Congo, il se rend compte que les gens de l'Équateur font 1,82 m. Le plus petit, c'est 1,82 m. C'est des gens robustes qu'on peut trouver facilement et qu'on peut trouver seulement, par exemple, du côté du Cameroun, Sénégal, un peu plus là-bas. C'est des gens qu'on retrouve en principe au Congo à l'époque. Des gens endurants, qui ne s'adonnaient pas beaucoup aux études selon leur rapport, et des gens qui n'étaient pas trop intelligents. Ils ne réfléchissaient pas beaucoup, ils étaient prêts pour le commandement, ils étaient prêts pour l'exécution.
C'était un peu comme des instruments d'exécution des ordres. Alors il fallait placer un Mundele sur eux et ils vont exécuter l'ordre. Et quand ils arrivent à comprendre que ceux du Bandundu étaient très faibles physiquement, ceux du Congo central assimilaient facilement les choses parce qu'un Mukongo, il suffit de lui dire « fais ». Il fait, il pense que comme lui ne vole pas, tout le monde ne vole pas, il fait confiance à tout le monde bêtement, ben, il ne partage pas beaucoup. Mais alors il faut finalement travailler à ces gens-là, construire beaucoup plus d'écoles chez eux et beaucoup plus de camps militaires à l'Équateur. Et donc, quand vous faites ça, ils tombent dans leur propre piège, ils tombent dans un piège de la militarisation de la langue. Et du coup, la langue parlée dans l'armée, c'est la langue parlée par tout le monde. Vous comprenez? Et comme ça, pendant 32 ans. Malheureusement, pour eux, c'est quelqu'un de l'Équateur qui va être finalement chef d'état-major, lieutenant, colonel, capitaine, major, ainsi de suite, qui va le placer là-bas, le élever à ce rang. Kassafoub. Il a peur de quoi? On ne sait pas. Mobutu, colonel, lieutenant, major, capitaine, major, lieutenant, tous les grades de l'armée, on lui donne à lui. Et il se concentre pour pérenniser ce leadership. Ça a marché. Parce que la langue, finalement, au lieu de nous unir dans l'idéologie, cette langue nous a simplement unis dans le cosmétique. Et on dit on est Congo, c'est un peuple uni. L'unité dont Mobutu parlait, c'était une unité, effectivement, une très belle idée de l'unité. Mais Mobutu n'a pas travaillé dans tous les agrégats de l'unité. Parce que l'unité n'est pas une déclaration, l'unité c'est un vécu. L'unité c'est le fait de partager les mêmes valeurs. L'unité c'est le fait de partager la même douleur. Ça veut dire qu'il faut qu'au Kasaï, que ça s'arrête quand à l'Équateur ça brûle. Mais nous avons prouvé à la face du monde que nous ne sommes pas aussi unis qu'on le croit. Parce qu'il y a des gens qui meurent à Kamwena-Sampou, mais les bars sont remplis à Kinshasa. Il y a des femmes qui sont violées à l'est du pays, mais les gens vont quand même dans les concerts sans aucun problème. Pendant la période des guerres, vos musiciens dansent encore, Kitisangai, Matisangai, Simbangai. On se rend compte que l'unité dont on parle, c'est peut-être une unité de frontières, mais pas une unité idéologique. Parce que quand on dit une unité idéologique, ça veut dire quand quelqu'un entre dans ta chambre, il viole ton enfant, tu n'es pas tranquille. L'unité dont on parle, c'est l'unité de doigt. Quand un doigt est malade, le bras entier ne s'est pas fermé. Parce qu'il est malade, on ne peut pas, on s'associe tous à sa douleur. C'est au fait ça que Mobutu a finalement échoué. Donc je vous rappelle ici l'histoire de l'esclavage, comment, après bien évidemment l'esclavage, parce que je n'aurai pas le temps de parler de l'esclavage, comment ça s'est passé. Vous savez que l'esclavage au Congo et en Afrique a marché pour deux raisons. La religion, premièrement, et puis la force, deuxièmement. Et la religion et le message qu'on a rapporté, cette sorte d'arabisation et cette sorte de christianisation, ça a finalement détruit pratiquement le tissu africain. Dire aux gens que vous n'avez pas un autre Dieu que celui que les autres vous ont amené, ça veut dire quelqu'un qui te frappe, qui te maltraite, qui te tue, mais c'est en même temps celui qui vient te donner un Dieu en te disant que c'est Dieu la t'aime. C'est quand même assez compliqué et contradictoire, n'est-ce pas? Ça, c'était à l'époque de l'esclavage. Avec beaucoup de cas, beaucoup de problèmes économiques, et ainsi de suite. Je peux vous parler de deux cas qui vous présentent l'intention de l'homme blanc. En fait, quand ils arrivent, ils trouvent le peuple noir fort, dynamique, courageux, inventif, entreprenant. Mais ils voulaient canaliser toutes ces choses à leur guise à eux. Parce que ça devait profiter. L'énergie de tous les Noirs devrait profiter aux Belges. Ça devait les profiter à eux. Mais comment faire maintenant? Il faut dire à ce Noir que si tu te réconcilies avec moi, tu te réconcilies avec Dieu. Comme le Noir, c'est un être divin, c'est un être culturellement, idéologiquement divin. C'est pourquoi nous produisons autant de prophètes que personne ne peut produire dans le monde. Et ça, c'est même avant le christianisme. Chaque peuple avait un gardien spirituel. Comme Kimbangu pour le Congo central un peu. Il y avait d'autres comme Kimbangu à l'Équateur, comme Kimbangu, Nakasai, il y en avait comme ça. Dans l'histoire, on ne rappellera peut-être pas. Mais avec le temps, vous allez voir, certaines recherches vont être opérées, que ces gens-là existaient. C'est des gens qui étaient des protecteurs de leur tribu, de leur race. Vous avez par exemple aujourd'hui aux États-Unis, il est prouvé qu'il y a une statue de fertilité. Qui a l'homme à la mangue, la femme a le bébé sur ses genoux. Ça veut dire que quand vous touchez cette statue ou cette statuette, quand vous la touchez, vous concevez tout de suite. Votre stérilité tombe. Et ça, c'est trouvé en Afrique du Sud. Mais alors, on avait des choses comme ça partout. Si ce n'était pas des statues, c'était des arbres. Si ce n'était pas des arbres, c'était des rivières. Si ce n'était pas des rivières, c'était des endroits comme ça où les femmes qui n'arrivaient pas à concevoir parce que le temps n'était pas là, allaient finalement prier, incanter, demander et ils rêvaient. Ils étaient enceintes. Aujourd'hui, pratiquement 3000 ou 3500 des femmes en difficulté de concevoir ont conçu parce qu'elles ont touché ces statues-là.
qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est gratuit d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Donc, ils ont travaillé finalement la tête des gens pour détruire Batu Bongo. Ils arrivent, ils trouvent les gens en train de prendre les chanvres. Ils disent non, Bangui, Damabé, il faut que Boma Bangui. Vous savez dans quel but? Parce qu'il fallait vendre les tabacs. Le but ici, il fallait vendre les tabacs, vendre la cigarette, alors il fallait interdire le chanvre. Alors on dit non, le chanvre détruit beaucoup plus le corps, mais le tabac ça va. Pourtant le tabac a la nicotine qui détruit terriblement le foie, mais pas le diamba. Parce que dans le diamba, vous avez, comment on appelle ça? Dans le diamba, vous avez l'anesthésie. Il y a une matière, quand on a préparé suffisamment, fait le fait de diamba, il y a des substances que l'on prend, il y a un transformé médicalement. Et comme diazépam oui, et comme anesthésie oui, et comme antidouleur oui, et comme rappel et le corolla disapongi oui, et bon tsarasuki makasi et a produit asuki. C'est-à-dire il y a des choses et des choses et des choses qu'il y a dans le chanvre, mais le blanc vous dit donnez-nous le stock que vous avez, il amène ça chez lui, il travaille ça, il sort 25 produits différents et ils viennent vous le revendre à prix de l'or. Ils se doivent quelques petits noirs à l'époque qui parlaient français et anglais. Ils leur disent, faites des lois, interdisez ça. On interdit, mais libéralisez les tabacs, on libéralise les tabacs. Ils viennent et vous trouvent en train de prendre de la guenelle et l'otoko. Ils disent, plus question de l'otoko, plus question de la guenelle, ça détruit le poumon. Parce qu'ils voulaient faire entrer le vodka et le whisky chez vous. Ils vous empêchent de prendre l'otoko et tout, ils vous amènent le vodka. Pourtant, le lotoko, c'est prouvé que ça peut produire plus de 5 ou 7 variétés de whisky beaucoup plus forts et mieux que ce que vous prenez comme vodka et les autres. Eux, ils ont peut-être le whisky et tout le reste, mais nous avons Aguene, vodka, Kasiksi, Mandengbe. Il y en a beaucoup, hein. Je vous citer comme ça 15. Et seulement pour l'Équateur. Si vous allez à l'est du pays, vous trouvez, ils ont aussi, eux aussi, leur Aguene qui compte. Nous avons des whisky que nous trouvons sur base de bananes, sur base de goût. On a des choses terribles dans ce pays. Donc c'est des industries et des industries opulentes que quand l'homme blanc arrive, ils disent non mais ce gars, si on le laisse comme ça va être compliqué. Ils seront beaucoup plus forts que nous, c'est pas possible. Et la Belgique vient vous tromper. C'est un tout petit pays, un tout petit alors, ils vous empêchent d'aller chez eux. C'est que la France n'a pas fait. Quand la France arrive dans d'autres pays africains, ils prennent l'élite de ces pays-là, ils les amènent chez eux, un peu comme l'Angleterre, un peu comme l'Angleterre a fait. Mais la Belgique refuse. Pourquoi la Belgique refuse? Parce que la Belgique ne veut pas que vous puissiez voir que leur pays est en construction. Sinon, vous allez vous réveiller. La preuve, c'est que le jour où Lumumba arrive en Belgique, il se rend compte qu'à l'aéroport, c'est des blancs qui viennent prendre son sac. Alors, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est pas possible. Ces gens sont des dieux ici. Comment, moi, un noir, on me sert? Dans la tête de beaucoup de nos colons, de nos leaders à l'époque, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un blanc peut travailler pour un noir. Alors que ces blancs-là travaillent dans des restaurants. Alors ça va énerver la majorité des noirs en ce moment-là pour dire, mais c'est des gens comme nous, on peut les attaquer aussi. Vous comprenez un peu? Donc, ces gens ont travaillé sur votre structure, ils vous ont détruit. Ils ont dit, il faut aller dans leurs écoles, détruire l'école. Les États-Unis, la France, vous ne verrez jamais un professeur taper sur un élève. Non. Mais ici, chez nous, il fallait taper avec un bâton. Le maître canaillé pour nous remettre un étudiant curieux. Ceux qui ne comprenaient pas la matière dont le prof donnait et qui voulaient poser des questions, on leur disait pas de questions, vous embêtez les cours. Donc, ce que vous êtes en train de faire, il faut écouter et puis aller appliquer après. Donc, c'est qu'on vous empêche de raisonner, on vous oblige d'avoir la foi. Croyez en tout ce que le maître dit, que ce soit faux, que ce soit vrai, croyez seulement. Donc, ça part comme ça dans tous les sens, vous voyez, nous tombons dans la colonisation. La colonisation, le mot colonisation veut dire humanisation. C'est ça que ça veut dire. Mais en réalité, c'est le contraire de ce qu'ils ont fait. Eux n'ont pas fait ce qu'on appelle humaniser les gens parce qu'ils allaient nous humaniser en fonction de quoi? On n'était pas des animaux, on vivait de façon ordonnée, mais c'est eux qui sont arrivés à détruire ce tissu-là. Mais maintenant, ils disent encore, ils vont nous coloniser. Bon, la colonisation, au lieu que ça parte au sens de la colonisation, d'humanisation, c'est parti au sens de proclamer la suprématie de l'homme blanc sur l'homme noir. Jusqu'au point de faire de vos enfants et des enfants qui viendront que l'homme blanc est plus important que moi, je ne peux pas contredire l'homme blanc, n'est-ce pas? Vous voulez un test simple? Un test simple. Mon frère, si tu trouves un noir et un blanc, disons, oui, un noir et un blanc dans un chantier, et on te pose la question, qui est chef? Tu vas dire qui? Pourquoi? Tu n'es pas seul. C'est 70% de noirs qui pensent que l'homme blanc doit être chef.
Et c'est ça qui est rentré dans la tête des gens. Et du coup, quand tu penses que lui peut être chef, c'est que tu ne sais pas, parce que tu crois qu'il a un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que toi et qu'il a un quotient émotionnel beaucoup plus que toi. La preuve, c'est que si toi, tu arrives au Koutina Balabala Moko, Mundele, Acheli Baya, Achangonaninga oblique, et pas télé, mais l'autre côté, au Koutina Noir, Achangonaninga au téléma, au Koutina Sapana Noir, Ndeko, Salaningi a sali, Salaningi a voulu. Parce que tu penses que Ninga Tchaboé, c'est qu'à réfléchir déjà, à calculer déjà qu'il faut à la tout doigté, il faut à la boue. Du coup, tu dis, l'homme, et c'est pire encore, tu peux trouver 4 noirs, 5 noirs, mettre dans oblique, et les blancs changent, tiennent tout droit. Les 4 là vont dire, yeah, on dirait c'est bon. C'est dans la tête que ça passe. Et c'est resté comme ça, malheureusement. Au point qu'aujourd'hui, ce complexe, nous l'avons. Un professeur congolais, quand il fait son livre, il écrit son livre, il est obligé de citer 4 auteurs français ou 5 auteurs américains pour crédibiliser son livre. Pourtant, un professeur allemand, belge, quand il écrit, il s'en fout de mettre un homme blanc et un homme noir. Il s'en fout totalement, il n'en a même pas besoin. Parce qu'il sait que son auditoire, son livre sera crédibilisé par rapport à la matière qu'il a à l'intérieur. Vous voyez un peu le complexe qu'il y a eu, mais attendez, c'est un travail de des siècles et des siècles. Ces gens-là ne l'ont pas fait en un coup. Non, ils ont pris leur temps. C'est des générations en génération. Moi, mon père me disait, Christian Mondele, ceux qui disent, mais la personne que je vous dis, c'est un enseignant à l'université. Mon père était un enseignant à l'université. Mais il me dit, Christian, si l'homme blanc n'existait pas, si Dieu n'existait pas, on croirait que l'homme blanc, c'est Dieu. Regarde ce qu'il fait. Mais c'est étonnant. Voyez-vous? Pourtant, c'est un complexe que moi, je ne peux pas cautionner. Donc, c'est comme ça lors de la colonisation. L'ordre politique de la colonisation était diviser ces gens pour mieux régner. Parce qu'ils savaient que la force réside dans l'unité.